Il y a aujourd'hui une classe politique et médiatique qui dénonce une supposée brutalisation croissante de la vie politique en France, notamment à cause d'une gauche jugée radicale, dont la France insoumise est particulièrement visée. Cette notion de brutalisation, loin de faire consensus, est utilisée par le champ politico-médiatique pour évoquer une violence ambiante en augmentation. Le terme de brutalisation n'est pas né sur les plateaux de télévision et renvoie à une réalité bien particulière qui date de l'entre-deux-guerres. Théorisé par l'historien George Moss, ce concept permet de décrire les effets déshumanisants de la guerre et de la violence sur la société et les individus. Le mot est aujourd'hui utilisé sans retenue dans le débat politique. Par exemple, après avoir été visé par un jet d'œuf en novembre 2025, Jordan Bardella a affirmé constater une brutalisation du débat démocratique. Ou alors, en février dernier, l'ancien Premier ministre Manuel Valls a accusé Jean-Luc Mélenchon de faire de la brutalisation. Ou alors, au lendemain des municipales de 2026, le gouvernement s'inquiète d'une brutalisation du paysage politique. En bref, aujourd'hui, de nombreuses personnalités politiques dénoncent ce qu'elles estiment être une brutalisation de la vie politique, dont la gauche et LFI sont particulièrement accusées responsables. Par exemple, avec l'affaire de Quentin Derenque, le jeune néofasciste de 23 ans a été tué à Lyon par un groupe d'antifascistes le 12 février dernier, en marge d'une conférence de l'eurodéputée insoumise Rima Hassan. Quelques jours plus tard, l'Assemblée nationale lui organise même une minute de silence, et par la suite, la France insoumise est accusée d'avoir contribué, d'avoir fait monter la violence des groupes antifascistes en soutenant notamment l'un d'entre eux, la Jeune Garde. Assiste-t-on à une brutalisation de nos sociétés dans le champ politique, ou une surmédiatisation et une instrumentalisation de cette supposée violence ? Racisme systémique, sexisme, maintien de l'ordre, des violences sont-elles invisibilisées dans le discours politico-médiatique ? En d'autres termes, y a-t-il des violences plus légitimes que d'autres ? Et comment s'organise la violence structurelle au profit de la classe dominante ? La violence fait l'objet de divers débats médiatiques, et ce davantage si elle est exercée dans un contexte politique. Au moindre mouvement social, que ce soit les Gilets jaunes en 2019, que ce soit la réforme des retraites, la violence politique se retrouve au centre du débat médiatique et une idée collective émerge. Sommes-nous plus violents ? L'idée d'une recrudescence de la violence politique en France se doit d'être nuancée. C'est ce que démontre l'ouvrage Violence politique en France, une étude dirigée par les politologues Isabelle Sommier, François Audigier et Xavier Crétier, ayant recensé 6000 épisodes de violence politique survenant de 1986 à 2017, puis une seconde étude hors de l'ouvrage menée de 2017 à nos jours. Le comparatif est sans appel, il existe bel et bien une augmentation globale des violences politiques. En effet, en moins de 10 ans, on compte plus de 2300 faits de violence, tandis qu'entre 1986 et 2017, soit en l'espace de 31 ans, on compte 5500. Cette augmentation se traduit par un doublement des agressions et un nombre d'affrontements multiplié par 5. Par ailleurs, les coups sont plus sévères et 6 morts ont déjà été recensées depuis 2022, toutes dues à des activistes de la droite radicale. Cette violence atteint un pic au moment de la campagne présidentielle de 2022. L'idée là n'est pas d'établir une énumération de chiffres froids sans les lier à leurs auteurs ni à leur contexte. Ces violences répondent à une typologie et à un champ d'action précis selon leurs auteurs. Initialement, la virulence de la radicalité de la droite est plus portée aux actions contre les personnes et la radicalité de gauche privilégie les cibles matérielles. Cette organisation reste la même avec des groupes de la gauche radicale qui sont majoritaires dans les affrontements qui visent en général les forces de l'ordre dans le cadre de manifestations et actes de vandalisme, tandis que les groupes d'extrême droite comptent la grande majorité des agressions à travers les groupes identitaires et ciblent des personnes ou des familles pour des raisons racistes, homophobes ou anti-religieuses. Le politologue Xavier Crétier affirme que l'ultra-gauche en général ne tue pas. La mort de Quentin Derenque est une nouveauté. En effet, les agressions politiques sont pour plus de 60% le fait de la droite radicale et ont connu une progression considérable en moins de 10 ans. Alors qu'elles représentaient un quart des violences de l'ultra-droite avant 2017, elles en constituent aujourd'hui plus de la moitié. Malgré cette augmentation, la violence de type idéologique, qu'elle vienne de l'ultra-droite ou de l'ultra-gauche, reste très faible en France. Elle ne surpasse pas les autres types de violences politiques de type indépendantisme, religieuse, professionnelle et sociétale. Le sentiment de violence est donc plus élevé que ce que montrent les statistiques. L'image et l'imaginaire de la violence sont construits par les discours des classes dominantes, que ce soit à travers les représentations médiatiques ou les interventions des politiques en France.
Cette construction implique qu'il y a une violence légitime et une autre qui ne l'est pas. Par exemple, les violences policières qui ne sont pas considérées comme des violences par le gouvernement Macron qui dit que, dans un état de droit, il n'y a pas de violence policière, contrairement à la violence contestataire populaire qui, elle, l'est. Cette dernière est constamment surreprésentée médiatiquement, avec des voitures qui brûlent par exemple. Elle est jugée comme immorale, quitte à effacer le message social que portent les manifestants. La sociologue Isabelle Saunier explique dans un entretien avec le journal Le Monde qu'il faut toujours penser ensemble la violence contestataire et la violence d'État. Elle observe sur ces dernières années un maintien de l'ordre qui contribue à une montée en radicalité des manifestants. Les discours des dominants invitent leurs spectateurs à entendre qu'il existe une menace violente venant des groupes minoritaires. Par exemple, des discours de l'extrême droite et des formations de droite qui tentent de faire accepter les termes d'ensauvagement ou de faire porter la responsabilité de la montée des violences en France sur des communautés particulières. Par exemple, avec le collectif islamophobe Némésis qui accuse les immigrés musulmans d'être la principale cause du harcèlement de rue à l'égard des femmes. Il s'agit de formes incessantes de poursuites d'accusations, de menaces d'agression qui va de pair avec le narratif des classes dominantes d'un sentiment d'être menacées envers les minorités raciales. La philosophe française Elsa Dorlin, autrice de Se défendre, une philosophie de la violence, explique que la possibilité de se défendre est devenue un privilège exclusif d'une minorité dominante. Cette idée est confirmée par Pierre Bourdieu dans la notion de violence symbolique. Les dominants arrivent à imposer un récit de la société qui empêche les dominés de prendre la mesure de cette domination qu'ils subissent et qui leur fait paraître la situation dans laquelle ils se trouvent comme étant naturelle. Cela engendre donc une difficulté pour le dominé de contester cette violence et induit l'illégitimité de cette contestation. Par exemple, en 2017, où Emmanuel Macron explique qu'il n'y a qu'à traverser la rue pour trouver un travail, ou encore qu'une gare, c'est un lieu où on croise des gens qui réussissent et des gens qui ne sont rien. La violence a muté, on sort de la composante physique exclusive comme critère de violence et ce changement est récent puisqu'il a eu lieu au siècle dernier. En effet, la violence a mis du temps à être définie par les sciences humaines et sociales. Cela s'explique par le fait qu'elle était en partie définie par ceux qui déterminent ce qui est moral ou non, et a fortiori par les groupes dominants qui l'exercent. Des définitions incluant des dimensions sociales ont été établies, par exemple avec le sociologue Joan Galtung qui développe le concept d'une violence structurelle. Cette dernière se définit par une incapacité, à cause de la société, d'atteindre une réalisation de soi à laquelle on pourrait prétendre. Ces contraintes prennent la forme d'un accès inégalitaire aux ressources, aux droits, à l'éducation, à la santé ou à la justice. La violence n'est pas seulement le fait de ceux qui ne détiennent pas le pouvoir. En politique, le pouvoir s'acquiert et se conserve également grâce à l'usage de formes de violence. C'est ce principe que développe Max Weber dans Le savant et le politique à travers la notion de monopole de la violence physique légitime. Selon lui, un État est une communauté humaine qui revendique pour elle-même et impose cette violence physique légitime sur un territoire donné. Ce monopole est pour l'État un moyen par lequel il parvient à atteindre une certaine stabilité en faisant respecter ses lois et en garantissant un ordre social. Mais le recours à la violence par l'État, notamment contre ses citoyens, fait l'objet de critiques. La répression fait partie de ces outils de coercition propres à l'État, mais dit également quelque chose de l'opposition entre le contrôle de l'État et les libertés publiques. Le mouvement des Gilets jaunes constitue la figure de mouvements populaires les plus réprimés en France ces dernières années. Des organisations comme Amnesty International ont dénoncé le bilan inquiétant de la répression des manifestants par la police française. Entre 2018 et 2019, l'ONG a souligné l'augmentation de la gravité et du nombre de blessés parmi les manifestants, dont 24 ont été éborgnés et dont 5 ont eu une main arrachée. Ces blessures proviennent notamment de tirs de LBD, un type d'arme censé être non létale, mais qui peut engendrer de graves blessures. En 2021, l'IGPN a recensé 6684 tirs de LBD contre 1514 en 2012, soit 4 fois plus en 9 ans. La violence d'État ne se limite pas aux blessures les plus spectaculaires. Amnesty International a également dénoncé un recours massif aux gaz lacrymogènes ou aux techniques de NAS, une méthode de maintien de l'ordre qui consiste à encercler les manifestants et qui est considérée comme illégale par le Conseil d'État depuis 2021. Plus récemment, le 25 mars 2023, les manifestations de Sainte-Soline contre le projet des méga-bassines ont été violemment réprimées, principalement par le biais de jets de grenades lacrymogènes assourdissantes et explosives. La Ligue des droits de l'homme, dont plusieurs observateurs étaient présents au moment des faits, a également révélé l'utilisation de fusils et a constaté plusieurs cas d'entrave par les forces de l'ordre à l'intervention des secours, tant le SAMU que les pompiers.
Dans un rapport, ils ont dénoncé un usage immodéré et indiscriminé de la force sur l'ensemble des personnes présentes sur les lieux, avec un objectif clair, empêcher l'accès à la bassine, quel qu'en soit le coût humain. Fin 2025, Mediapart et Libération révèlent des images inédites filmées par les forces de l'ordre où l'on entend des policiers se réjouir des blessures infligées aux manifestants tout en utilisant un vocabulaire brutal à leur encontre. L'usage de ces techniques de maintien de l'ordre pose question, car il semble entrer en contradiction avec un certain nombre de libertés individuelles et collectives, comme la liberté d'aller et venir ou celle de manifester. Jusqu'où l'étendue de la répression peut-elle aller ? Dans quel cas l'usage de la force par les institutions de l'État est-il justifié ? Dans un article du Monde diplomatique, le sociologue Laurent Bonelli emprunte une citation à Olivier Filleul et Fabien Jobard, auteurs du livre Politique du désordre, la police des manifestations en France, pour décrire une brutalisation du maintien de l'ordre depuis le milieu des années 2010 en France. Cette brutalisation de la violence d'État est mise en perspective avec la délégitimation de la manifestation comme mode d'action politique. Selon Laurent Bonelli, les décideurs politiques verraient dans l'élection la seule source de légitimité politique dans notre démocratie représentative aux dépens des formes d'investissement de l'espace public comme les manifestations. Cette verticalité dans la conception du pouvoir politique se joue également dans les imaginaires. Elle s'exprime de façon symbolique dans le lexique employé dans les discours pour décrire les cortèges de manifestants avec des termes comme foule, meute ou horde. De cette incompréhension des rapports de pouvoir par les dirigeants politiques découle une forme de violence symbolique à l'égard des citoyens, particulièrement les plus fragiles et les plus précaires. Cette déconnexion pénalise globalement le fonctionnement démocratique. La France a perdu le statut de démocratie à part entière dans l'indice démocratique du journal The Economist, un magazine hebdomadaire britannique traitant des questions économiques, politiques et culturelles. C'est à cause du recul des libertés démocratiques lors de la gestion de crise du Covid-19 que la France se place désormais dans la catégorie démocratie défaillante. Plusieurs mesures prises lors de mandats d'Emmanuel Macron font état de violences symboliques, psychologiques, mais aussi structurelles à l'égard des salariés et des classes pauvres. Par exemple, supprimer l'impôt de solidarité sur la fortune, verser de plus en plus d'aides publiques aux grandes entreprises sans suivi et sans garantie sur l'emploi, sur les salaires ou sur l'impact environnemental, refuser d'augmenter le SMIC et d'indexer les salaires sur l'inflation alors même que les loyers le sont, la réforme des retraites adoptée sous le 49.3, etc. Les conditions de travail défaillantes, les restructurations d'entreprises, la menace de grands licenciements participent à la violence symbolique subie par les travailleurs et les travailleuses. L'affaire France Télécom, aujourd'hui Orange, en 2009 par exemple. À l'époque, Didier Lombard devient PDG du groupe et procède à un plan de redressement de l'entreprise visant à terme le départ sous 3 ans de plus de 20 000 salariés. Pour ce faire, un nouveau management violent avait pour objectif de dégrader les conditions de travail afin de pousser psychologiquement une partie des employés au départ volontaire et réduire ainsi les indemnités à payer. Suite à cela, une vague de suicides touche les salariés du groupe. Lors d'une conférence de presse, Didier Lombard parle d'une mode des suicides, ce qui a choqué les syndicats et l'opinion publique. Cette affaire est devenue un symbole de la souffrance au travail. Mais la crise sociale qui a touché Orange est toujours d'actualité. En 2024, une dizaine d'employés d'Orange ont mis fin à leur jour à cause d'importantes restructurations de l'entreprise, menaçant directement les emplois. Un autre exemple encore, le 5 octobre 2015, une manifestation contre un projet de restructuration menaçant plusieurs milliers d'emplois avait dégénéré à l'aéroport de Roissy. Le directeur des ressources humaines d'Air France, Xavier Brossetta et Pierre Plissonnier, ex-responsables du Long Courrier, avaient dû fuir sous les huées des salariés, torse nu pour le premier, la chemise en lambeaux pour le second, après avoir été pris à partie par les manifestants lors de l'évocation du plan. C'est une image violente qui a fait la une des journaux, mais qui découle aussi d'une violence invisible subie par les personnes dont l'emploi est menacé. Pour reprendre la pensée du psychiatre Frantz Fanon, la violence n'est mise en action que pour renverser les structures d'un système qui perpétue une oppression violente. Une violence structurelle, à laquelle participent donc aussi les médias. Pour voir quelle autre forme elle peut prendre, revenons sur les élections municipales de 2026. Les événements récents dans le cadre des élections municipales de mars 2026 font état d'une violence politique marquée. Des candidats, le plus souvent des candidats de la gauche et particulièrement de la France insoumise, ont fait l'objet d'agressions, d'insultes, d'intimidations ou même de menaces pendant et parfois après les campagnes. Les médias choisissent ce qui va orienter le débat public et ne traitent pas de la même manière les différents faits de violence politique, physique ou symbolique. Certains faits vont être mis en avant quand d'autres vont être passés sous silence. C'est un choix qui participe souvent à la stigmatisation des personnes issues de l'immigration.
Par exemple, à Saint-Denis, il y a une démonstration de violence symbolique mêlée à du racisme décomplexé. Bali Bagayoko, candidate de la France Insoumise, élue dès le premier tour des municipales, a été la cible d'une vague de racisme sur les réseaux sociaux et dans le débat médiatique. Sur le plateau de télé CNews, le psychologue Jean Diderot a mis dans le même sac le représentant politique noir, le cousinage avec les singes et la notion de tribu. La polémique part d'un direct du plateau de LCI, où Bali Bagayoko, juste après les résultats des élections, cite une phrase du célèbre poète communiste Jean Marcenac en disant que Saint-Denis est la ville des rois et du peuple vivant. Phrase que son prédécesseur Mathieu Hanotin du Parti Socialiste avait lui-même sorti lors de son élection 5 ans plus tôt. L'extrême droite a détourné cet extrait de Bali Bagayoko sur le réseau social X en faisant croire qu'il aurait dit « la ville des Noirs ». De là, le nouvel élu s'est pris une vague de haine, relayée également par plusieurs journalistes tombés dans la fake news. À peine élu que ses premières prises de parole et premières émissions en tant que maire sont pour expliquer des propos qu'il n'a jamais prononcés et se défendre face aux attaques racistes de l'extrême droite. Bali Bagayoko n'est pas le seul à avoir subi cette violence. Au Blanc-Ménil, le nouveau maire Demba Traoré de Divers Gauche, ou encore à Sarcelles, le nouveau maire Bassi Konaté, dont la liste citoyenne est soutenue par plusieurs partis de gauche, dont tous deux issus de l'immigration, ont également été victimes de racisme décomplexé dans les médias, notamment de par l'utilisation d'un vocabulaire colonial. Une autre histoire qui a également tourné en boucle sur les chaînes d'infos en continu, dans plusieurs villes conquises par les maires Divers Gauche ou de la France Insoumise, comme Mantes-la-Jolie, Le Blanc-Ménil ou Saint-Denis, les maires déchus ont été hués. Ce sont des villes où les nouveaux maires sont noirs et la surmédiatisation qui en a suivi ne relève pas du hasard. La droite et l'extrême droite profitent de ces vidéos pour accuser la France Insoumise de brutaliser le débat public, sauf que dans ces trois villes, seul Saint-Denis a un maire du parti de la France Insoumise. Les bouts de vidéos qui ont tourné sont des moments où la foule a hué. Pourtant, juste avant, on entend chanter la Marseillaise et juste après, les vainqueurs ont appelé au calme. Cela n'a pas été relayé par les chaînes d'infos en continu car ça ne correspondait pas à leur lecture de ces élections de maires issues de l'immigration. Il n'y a pas eu de violence physique et les huées sont ordinaires dans le champ politique. C'est l'expression la plus simple d'un mécontentement politique. Par exemple, lors de la passation de pouvoir en 1981 de Valéry Giscard d'Estaing, à sa sortie, l'ancien président avait également été hué. Un autre exemple, d'autres huées de la part de militants de droite lors de meetings de campagne présidentielle de François Fillon en 2017. Des personnalités politiques comme Gabriel Attal ou Bruno Retailleau ont réagi à ces vidéos en condamnant fermement ces actes et en les qualifiant de scènes abjectes. Emmanuel Macron lui-même a également réagi à ces vidéos en disant qu'il n'y a pas de sédition possible dans les communes de la République. Olivier Faure du Parti Socialiste réagit aussi en disant être contre toute forme de hooliganisation de la vie politique. Ces réactions politiques interviennent à partir du récit de l'extrême droite. En plus de participer à la diabolisation de la France insoumise et de la gauche, cela renforce aussi les stéréotypes autour des personnes issues de l'immigration. À côté de ça, quasiment aucune réaction médiatique ou politique face aux insultes et menaces proférées par l'ancien maire Les Républicains Thierry Foulon envers le candidat écologiste adverse. Où je critique, c'est le maire. Non, mais vous pouvez pas parler comme ça, monsieur le maire. Non, vous pouvez pas parler comme ça. Mais non, mais moi je... De même pour les menaces de mort à l'encontre de la journaliste Nassira El Moadem de la part du sénateur et ancien maire du Blanc-Ménil, Thierry Ménien, après la publication de son livre enquête Main basse sur la ville, enquête au Blanc-Ménil. Toutes les violences ne se valent pas dans le débat public, car ce que l'on considère comme violent est un construit social. Les médias utilisent le concept de panique morale, développé en 1973 par le sociologue américain Stanley Cohen. C'est un phénomène d'amplification de la déviance par rapport à une norme conservatrice. Cette amplification va susciter la peur ou la colère du public. Il y a panique morale quand des déviances sont exacerbées, par exemple avec la médiatisation autour des vidéos où les maires déchus ont été hués par les citoyens, et qu'à côté de cela, il y a des candidats, des élus, des journalistes issus de l'immigration, agressés, insultés et menacés de mort qui n'ont pas le droit au même traitement médiatique. La couverture médiatique des banlieues en général intervient après des polémiques lancées par l'extrême droite qui sont reprises par les médias traditionnels. Au cœur de ces débats médiatiques, des concepts de colonisation inversée ou de sédition font la une depuis les résultats des élections. Il y a de la négrophobie et du racisme décomplexé liés aux municipales, pas uniquement sur CNews, mais aussi sur des médias traditionnels comme BFM TV ou France Info, de par les questions ciblées, par le choix des invités de plateau ou encore par les sujets de débat.
Mais alors, revenons à la question de départ. Assiste-t-on à une brutalisation de nos sociétés dans le champ politique, ou une surmédiatisation et une instrumentalisation de cette supposée violence? La brutalisation de nos sociétés n'est pas celle décrite dans le discours dominant retransmis par les médias et les institutions politiques. La violence systémique, comme le racisme ou les violences faites aux femmes, ou encore la violence symbolique auquel fait face la classe ouvrière, sont cachées du fait que ces formes de violence ne sont pas légitimées par l'État ou abordées dans le débat public. Une invisibilisation donc, auquel participent les médias qui se concentrent souvent sur la violence légitimée par le discours dominant en ne médiatisant pas toute une autre partie de la violence.